52e année avant notre ère. Septembre. L'air au-dessus de la vallée dans la moderne Bourgogne tremble non pas de la chaleur, mais de la tension qu'on pourrait couper au couteau. En bas, dans la boue et la poussière, se tiennent 50 000 légionnaires romains. Et au-dessus d'eux, sur un haut plateau, s'élève une forteresse imprenable, où sont enfermés 80 000 Gaulois enragés. Si vous pensez que vous savez ce qu'est une situation sans issue, regardez dans les yeux ces soldats romains. Ils se trouvent à des milliers de kilomètres de chez eux, au cœur d'un pays hostile. Et leur chef de guerre vient de prendre une décision qui semble de la folie. Mais la question la plus terrifiante qui tourmentait chacun d'eux lors de ces froides nuits ne sonnait pas comme « survivrons-nous ». La question était autre. Jusqu'où un homme est-il prêt à aller quand il n'y a nulle part où reculer? Et derrière lui, seulement la mort et la honte. La réponse à cette question, que nous trouverons à la fin de cette histoire, vous fera regarder d'un œil nouveau les limites de votre propre volonté. Pour comprendre comment la machine de guerre romaine s'est retrouvée dans ce piège mortel, il faut remonter le temps un peu en arrière. La Gaule, territoire de la France moderne, se trouvait depuis plusieurs années sous la botte de Rome. Mais ce calme était trompeur, comme la mince glace sur une rivière printanière. Les tribus dispersées, qui pendant des siècles s'entretuaient avec plus d'enthousiasme que les étrangers, ont soudain trouvé un point d'appui. Ce point fut Vercingétorix. Le jeune et charismatique chef de la tribu des Arvernes accomplit l'impossible. Il unifia les clans celtes en un seul point. Caius Iulius César, dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, le décrit comme un leader dur, qui punissait la moindre désobéissance par la mort ou la torture. Mais c'est précisément une telle main de fer qui pouvait tenir en bride la horde barbare. Vercingétorix comprit la principale faiblesse des Romains. Il savait que dans un champ ouvert, les légions sont une machine à broyer tout être vivant. Il choisit donc la tactique de la terre brûlée. Les Gaulois incendiaient leurs propres villages, leurs greniers à grains et leurs ponts, laissant l'armée romaine sans nourriture ni fourrage. Imaginez une armée moderne à laquelle on coupe soudain les approvisionnements en carburant et en nourriture, et autour seulement des cendres et de la fumée. Les légionnaires mouraient de faim, leurs forces s'amenuisaient, et César dut poursuivre un ennemi insaisissable qui mordait et disparaissait dans les forêts. Cette poursuite mena les deux armées à un lieu qui devint une légende de l'histoire militaire. Vercingétorix, ayant rassemblé ses meilleures forces, décida de donner bataille. Mais non pas dans une plaine ouverte, se réfugiant dans un endroit qu'il considérait comme imprenable. Il occupa le plateau sur la montagne Auxois, où se trouvait la ville de la tribu des Mandubiens. De tels établissements fortifiés sur les hauteurs, protégés par le relief naturel et des murailles, les Romains les appelaient oppidum. Ce n'était pas simplement une forteresse, mais un véritable centre urbain du monde barbare, combinant les fonctions de refuge, de marché et de sanctuaire. L'oppidum d'Alésia était le cauchemar nocturne pour tout général assaillant. Le plateau s'élevait de 150 mètres au-dessus de la vallée. 2 rivières le bordaient de chaque côté, et les pentes étaient si escarpées qu'attaquer de front signifiait simplement envoyer les soldats à l'abattoir. Pour les Romains, Alésia ressemblait à un gigantesque autel de pierre sur lequel ils devaient s'offrir en sacrifice. César planta son camp en bas et évalua la situation. Assaillir, impossible. Partir, c'était admettre la défaite, perdre la Gaule, et très probablement sa carrière politique et sa vie à Rome, où les sénateurs n'attendaient que son échec. Selon Plutarque, l'armée gauloise à l'intérieur de la forteresse comptait jusqu'à 80 000 guerriers, sans compter la population civile réfugiée derrière les murailles. Cette immense mer humaine bouillonnait au sommet de la colline, confiante en sa sécurité. Vercingétorix regardait vers le bas et, sans doute, pensait avoir acculé le loup romain dans un coin.
Mais ils n'avaient pas tenu compte d'un facteur. Les Romains ne combattaient pas seulement avec des épées. Ils combattaient avec des pelles. Le génie ingénieur de Rome s'éveillait là où s'arrêtait la tactique du combat d'infanterie. César prend une décision qui contredit la conception barbare de la guerre comme un affrontement loyal face à face. Il décide non pas d'attaquer, mais d'étrangler. Les légats, officiers supérieurs et aides de camp du général, reçoivent un ordre qui fait écarquiller les yeux aux vétérans ayant parcouru la moitié du monde. L'armée romaine devait non seulement encercler la montagne, mais changer le paysage même de cette contrée. Commence une construction grandiose. Au lieu d'aiguiser leurs épées, les légionnaires saisissent pioches et houes. César conçoit d'ériger autour d'Alésia une ligne continue de fortifications longue de 11 000 Romains, soit un peu plus de 16 kilomètres modernes. La tâche semble surhumaine. Il ne s'agit pas simplement de creuser un fossé, mais de bâtir un système complexe de pièges et de murailles sous un tir constant de l'ennemi qui lance des sorties depuis la colline. Chaque mètre de cette terre devait être payé de sueur et de sang. Les Gaulois, du haut, observaient avec stupeur le cercle se refermer autour de leur refuge. Ils voyaient les Romains abattre les arbres, creuser la terre et ériger quelque chose de monstrueux par son ampleur. Mais Vercingétorix ne comptait pas simplement rester assis à attendre la mort par la faim. Tandis que le cercle de blocus n'était pas encore complètement fermé, il prend une décision critiquement importante. La nuit, sous le couvert de l'obscurité, à travers les brèches dans les lignes romaines inachevées, glisse la cavalerie gauloise. Ce n'était pas une fuite de lâches, c'étaient des messagers. Ils filent dans toutes les directions de la Gaule avec un appel à l'aide. Leur tâche est de rassembler tous ceux capables de porter les armes et de frapper les Romains dans le dos. César l'apprend des déserteurs et des prisonniers, et à cet instant, il comprend que son plan de siège se transforme en un piège mortel pour lui-même. Bientôt, ce ne sera plus seulement la garnison d'Alésia ici. Bientôt, toute la Gaule arrivera ici. Et alors, le chasseur deviendra la proie. Le général romain regarde ses fortifications inachevées et comprend. Une seule muraille ne suffira pas. La nouvelle que toute la puissance armée de la Gaule se dirige vers Alésia aurait pu briser l'esprit de n'importe quelle armée. Mais les légionnaires romains étaient faits d'une autre pâte. Caius Julius César accomplit une manœuvre qui entrera dans tous les manuels de stratégie militaire comme un modèle d'audace et de calcul froid. Il ordonne de construire une seconde ligne de fortification. Mais maintenant, elle doit regarder non pas vers la ville assiégée, mais vers le monde extérieur, dans le dos des soldats romains. Cette construction ingénierie reçut le nom de ligne de contrevallation. Imaginez un gigantesque beignet, où le trou est la forteresse des Gaulois, la pâte elle-même est l'armée romaine, et tout l'espace autour est une mer déchaînée d'ennemis prête à les submerger. Les Romains se murent volontairement dans un étroit couloir entre deux murailles, se transformant à la fois en geôliers et en prisonniers. Le travail bout avec une fureur doublée, car désormais chaque soldat comprenait qu'il creusait la terre non pas pour un salaire, mais pour sa propre chance de voir le prochain lever du soleil. Selon les écrits de César lui-même, le cercle extérieur de fortification s'étendait sur 14 000 Romains, soit presque 21 kilomètres. Ce n'était pas simplement un remblai, mais un système fortification des plus complexes, nécessitant le déplacement de millions de mètres cubes de terre. Les légionnaires travaillaient par équipe, sans ôter leurs armures, attendant une attaque à tout moment, et ce bruit monotone des pioches sur le sol rocailleux devint le rythme de leur vie. Pour protéger leurs hommes des attaques soudaines pendant la construction, les ingénieurs romains transformèrent le champ devant les murailles en une bande d'obstacles mortels, sur laquelle poser le pied signifiait signer son arrêt de mort.
Le premier rempart de défense consista en des rangées de branches pointues, entrelacées entre elles, de telle sorte qu'il était impossible de les disloquer sans se blesser. Cette barrière épineuse, rappelant une gigantesque couronne d'épines, les soldats l'appelaient cipi. Arracher une telle construction de la terre sous une averse de flèches et de javelots était une tâche suicidaire pour n'importe quel assaillant. Mais ce n'était que le début de l'inventivité sadique des ingénieurs romains. Derrière la bande de branches suivait une zone que les militaires modernes appelleraient champ de mine. Seulement, au lieu d'explosifs, on y utilisait les lois de la physique et de l'anatomie. Les Romains creusèrent des milliers de fosses en forme de cônes, au fond desquelles pointaient des pieux en bois calcinés au feu et durs comme le fer. Par-dessus, ces pièges étaient masqués par des fascines et saupoudrés de terre, de sorte que le barbare courant s'y enfonçait sous son propre poids, s'empalant sur la pointe. En raison de la ressemblance extérieure de la forme de la fosse avec une fleur, les légionnaires, avec un humour morbide, donnèrent à ces pièges le nom de Lilia. Les fouilles archéologiques menées sous Napoléon III, puis confirmées par des recherches modernes dans les années 90 du XXe siècle, révélèrent au monde ces effrayantes découvertes, conservées dans l'argile. Imaginez un champ parsemé de belles fleurs, chacune désirant percer votre plante de pied et vous laisser mourir de gangrène. Mais cela ne sembla pas suffisant à César pour garantir la sécurité. Dans l'herbe devant les pièges étaient cachés de courts crochets de fer, solidement fixés dans des troncs enfoncés en terre. Ces épines invisibles dans l'herbe haute s'appelaient stimuli. Leur tâche était simple et cruelle: percer les semelles, déchirer les tendons et faire tomber les guerriers, transformant une attaque fulgurante en un chaos de gens hurlant de douleur. Tout ce système était calculé pour briser la formation des barbares bien avant qu'ils n'atteignent la première tranchée. La ligne de défense elle-même consistait en un fossé profond rempli d'eau de la rivière locale détournée, suivi d'un rempart de terre haut de plus de 3 mètres. Sur le rempart se dressait une palissade avec des parapets, et tous les 25 mètres s'élevaient des tours en bois remplies de scorpions et d'archers. Le scorpion est une variété de machine de trait légère, une sorte de mitrailleuse de sniper antique, capable de percer boucliers et armures à longue distance. La densité de feu que les Romains pouvaient créer depuis ces murailles était monstrueuse. Pendant que les légionnaires transformaient les environs d'Alésia en une forteresse imprenable, la situation à l'intérieur de la ville assiégée devenait catastrophique. Les réserves de nourriture fondaient à une vitesse effrayante, et 80 000 guerriers, avec la population civile, commençaient à sentir le souffle froid de la faim. Vercingétorix, voyant ses hommes s'affaiblir, prend une décision qui suscite encore aujourd'hui des débats chez les historiens sur le plan moral de la guerre. Il ordonne d'expulser de la ville tous ceux qui ne peuvent pas porter les armes: femmes, enfants, vieillards et malades. Cette mesure était dictée par la logique cruelle de la survie. Les bouches inutiles hâtaient la défaite. Une immense foule de gens pleurant et effrayés sortit par les portes d'Alésia et descendit dans le fossé entre la ville et les fortifications romaines. Ils espéraient que César, connu pour sa clémence envers les peuples conquis, les laisserait passer à travers ses lignes, ou les prendrait en captivité, ou du moins, on les nourrirait. Ils s'approchèrent des murailles romaines, tendant les mains et implorant un morceau de pain. Les sentinelles romaines au visage de pierre les regardaient depuis leur tour, attendant l'ordre du commandant. Et l'ordre arriva. Mais il n'était en rien celui sur lequel comptaient les malheureux mendiants du bien. César ferma hermétiquement les portes. Le général romain comprenait que chaque morceau de pain donné aux réfugiés était un morceau soustrait à ses propres soldats, qui devaient résister à l'assaut de forces multiples supérieures. Il refusa de laisser passer les civils, comptant sur leurs cris et la vue de leurs souffrances
pour pousser plus vite les défenseurs d'Alésia à se rendre, ou bien forcer Vercingétorix à les reprendre, épuisant ainsi ses réserves. Mais le chef gaulois n'ouvrit pas non plus les portes. Des milliers de femmes et d'enfants se retrouvèrent coincés dans la terre de personne entre les deux armées, condamnés à une mort lente et agonisante de faim et de soif, sous les yeux de leurs maris et de leurs pères. Cette tragédie devint le sombre prologue à ce drame sanglant qui allait éclater d'un instant à l'autre. Car l'horizon commençait déjà à s'assombrir sous les bannières approchantes de l'armée de libération gauloise. Le grondement qui retentit fin septembre du côté des monts de Mucet-la-Fosse ne ressemblait ni au bruit du vent, ni au roulement du tonnerre. C'était un son qui glaçait le sang dans les veines, même des vétérans les plus aguerris de la 10e Légion. À l'horizon apparut l'armée de libération, rassemblée de tous les coins de la Gaule, et sa taille dépassait les pires craintes du quartier général romain. Selon les rapports de César lui-même, 250 000 fantassins et 8 000 cavaliers vinrent au secours des assiégés, transformant les collines environnantes en une mer vivante de piques et de bannières. Pour le soldat romain debout sur le rempart, cela ressemblait à l'horizon lui-même, qui s'animait et avançait sur lui, pour l'écraser de sa masse. Les chances de survie, qui étaient déjà fantomatiques, s'effondrèrent à cet instant jusqu'à une marge d'erreur statistique. Sur chaque légionnaire tombaient désormais 5 à 6 barbares enragés, assoiffés de sa tête. Dès que les avant-gardes de l'armée gauloise apparurent sur les crêtes, Alésia explosa littéralement de cris d'allégresse. Les assiégés, qui la veille encore se préparaient à mourir de faim, voyaient maintenant leur salut, et se déversèrent hors de la ville, commençant à combler le fossé et à se préparer à la percer vers leurs frères. Vercingétorix ordonna de faire sortir ses troupes de la forteresse et d'occuper des positions au pied de la colline, créant pour les Romains une situation de cauchemar tactique absolu. Une guerre sur 2 fronts, dans un étroit couloir où il était impossible de reculer d'un pas. Les Romains se retrouvèrent coincés entre le marteau de l'armée extérieure et l'enclume de la garnison d'Alésia. Et l'air se chargea d'une tension électrique avant la première étincelle. Cette étincelle jaillit dès le lendemain, lorsque la cavalerie gauloise, renforcée d'archers et de coureurs légers, descendit dans la vallée de la Lomme pour tester la solidité des lignes romaines. S'engagea un combat acharné, où la manœuvrabilité et la vitesse décidaient de tout. L'unité tactique de la cavalerie romaine, composée de 30 cavaliers agissant comme un seul organisme, s'appelait tourma. Ce n'était pas simplement un détachement, mais une meute soudée, où chacun connaissait sa place dans la formation, comme des dents dans l'engrenage d'une machine mortelle. Le combat dans la vallée se transforma en un tourbillon chaotique de poussière et de sang, où les Gaulois employaient une tactique perfide mais efficace. Leurs fantassins se cachaient parmi les chevaux, frappant soudainement par en bas dans les ventres non protégés des montures romaines. Les légionnaires sur les murailles observaient avec horreur leur cavalerie commencer à être refoulée par les forces supérieures de l'ennemi, tandis que les Gaulois sur les murailles d'Alésia rugissaient d'enthousiasme, encourageant leurs sauveurs comme des spectateurs dans un gigantesque amphithéâtre de la mort. Il semblait que la ligne romaine allait céder d'un instant à l'autre. Et alors, l'avalanche d'ennemis se ruerait droit sur les fortifications inachevées, balayant tout sur son passage. À ce moment critique, César engage son dernier réserviste, dont beaucoup d'historiens oublient l'existence, mais qui joua un rôle décisif dans cette campagne. Il lance à l'assaut des mercenaires germains, des cavaliers féroces de l'autre rive du Rhin, dont la cruauté effrayait même les Romains eux-mêmes. Les Germains s'abattirent sur les rangs gaulois avec une telle fureur que même la supériorité numérique ne sauva pas les Celtes de la panique. Ce coup fut comme un bélier fracassant des portes pourries. La formation gauloise se disloqua,
les fantassins mêlés à la cavalerie furent piétinés, et les restes de leur cavalerie s'enfuirent dans l'horreur vers leur camp. Les Romains reprirent leur souffle, mais ce n'était qu'une pause trompeuse, une courte respiration avant la vraie tempête. La première épreuve de force montra aux Gaulois que les Romains ne se prendraient pas d'assaut, et leurs chefs, Commius, Viridomarus et Éporédorix, commencèrent à préparer un plan destiné à annuler toutes les ruses ingéniériques de César. Avec la tombée de la nuit, le champ de bataille plongea dans un silence sinistre, seulement troublé par les gémissements des blessés et les appels des sentinelles. Mais ce silence était plus effrayant que le fracas de la bataille, car il masquait la préparation de quelque chose de grandiose. Les centurions romains, arpentant les postes, ordonnaient aux soldats de ne pas dormir et de tenir leurs armes prêtes, vérifiant les réserves de javelots et de pilumes. Ils savaient que les Gaulois ne se résigneraient pas à la défaite dans une escarmouche de cavalerie. Quelque part là-bas, dans les ténèbres, des centaines de milliers d'hommes tressaient des fascines, des fagots de branchage pour combler les fossés, et préparaient des échelles d'assaut. Les commandants gaulois avaient retenu la leçon. Attaquer les murailles romaines de jour était un suicide à cause de la précision des scorpions et des archers romains. Ils décidèrent donc d'utiliser le couvert de la nuit pour priver les légionnaires de leur principal avantage, la discipline et le contrôle visuel. Pendant que César dormait par bribes, sans ôter son armure, une immense masse d'hommes entama un mouvement silencieux vers la ligne extérieure des fortifications romaines. Bientôt, le silence nocturne fut déchiré par un unique cri de guerre lancé simultanément de centaines de milliers de gorges. Et ce son devint le signal du début de l'enfer sur terre. Dès que le premier cri déchira l'obscurité nocturne, les ténèbres autour des fortifications romaines s'animèrent, se transformant en un chaudron bouillonnant de mort. Imaginez que vous vous tenez sur une étroite muraille de bois et qu'un déluge de pierres, de flèches et de javelots vous arrive de la noirceur, sans que vous voyiez les tireurs, n'entendant que le sifflement et les chocs sourds sur les boucliers. Selon les écrits des Commentaires sur la guerre des Gaules, Vercingétorix, entendant le bruit de l'attaque de l'armée extérieure, donna immédiatement le signal avec ses trompettes et mena la garnison à l'assaut de l'intérieur, serrant les légionnaires dans un étau mortel. Dans ce chaos, où les torches arrachaient à l'obscurité des visages ennemis déformés par la fureur, un rôle clé fut joué par les frondeurs romains. Ces guerriers, qui lançaient des balles de plomb ou des pierres avec une précision mortelle, s'appelaient funditores. Leurs projectiles, cette nuit-là, agissaient comme une shrapnel invisible, brisant les os et perçant les casques des Gaulois qui ne comprenaient même pas d'où venait la mort. La défense romaine, cette nuit-là, ressemblait à un homme se défendant d'un essaim de guêpes les yeux bandés, où chaque raté pouvait coûter la vie à toute la troupe. Les Gaulois se ruaient en avant avec un acharnement fanatique, comblant les fossés de fascines et essayant d'escalader les remparts. Mais ici, joua le piège diabolique posé par César. Dans l'obscurité, les assaillants ne voyaient pas les fosses et les épines masquées dont nous avons parlé plus tôt, et l'avant-garde de l'attaque se transforma en moulin à chair. Les témoignages de cette époque disent que de nombreux guerriers mouraient non pas du glaive romain, mais de leurs propres camarades, qui, dans la folie de l'assaut, les poussaient sur les pointes cachées. La lourde lance de jet à long fer de lance, qui était l'arme principale du légionnaire pour le combat à distance, s'appelait pilum. Les Romains les lançaient en salve, droit dans la masse obscure, à l'oreille. Et chaque lancer transperçait bouclier et corps, brisant l'élan offensif des barbares comme une rafale de vent violent. Malgré des pertes monstrueuses, les Gaulois continuaient à presser, et en certains endroits, ils parvinrent à s'accrocher au parapet, créant une menace critique de brèche. Les légats Marc-Antoine et Gai Trebanius, comprenant que la défense statique mènerait à la perte,
commencèrent à déplacer les réserves des secteurs calmes vers le cœur du combat. Le signal pour les déplacements et les manœuvres dans ce vacarme était donné par un musicien spécial avec un instrument à vent courbé, qu'on appelait cornicène. Ces sons stridents étaient le seul fil conducteur dans le chaos du combat nocturne, permettant au commandant de colmater les brèches de la défense avec les corps vivants des soldats. C'était une partie d'échecs au bord du gouffre, où les pièces se déplaçaient à tâtons, et le prix de l'erreur était absolu. À l'aube, l'attaque s'étouffa. Le champ autour des murailles était jonché de milliers de corps. Les fortifications romaines tinrent bon. Mais ce n'était que la prélude au coup principal. Les chefs gaulois, réunis en conseil, comprirent qu'attaquer partout à la fois était absurde, et décidèrent de trouver un seul maillon faible dans la chaîne de la défense romaine. Les éclaireurs des tribus locales leur indiquèrent le mont Rhéa au nord, dont les pentes étaient si vastes que les Romains n'avaient physiquement pas pu l'inclure dans le périmètre de leurs murailles. Le camp de 2 légions, situé sur le flanc de cette montagne, se trouva en position défavorable, surplombant les fortifications, mais ouvert à l'attaque par le haut. Le camp militaire fortifié permanent de l'armée romaine, avec une planification claire des ruses et des tentes, s'appelait Castra. Ce Castra sur le mont Rhéa devint précisément ce talon d'Achille dans lequel les Gaulois décidèrent de planter leurs dagues empoisonnées. Le plan élaboré par le commandement gaulois était simple et génial dans sa cruauté. Ils sélectionnèrent 60 000 des meilleurs guerriers parmi ces tribus qui se distinguaient par leur bravoure folle, et confièrent le commandement à Vercassivelaunus, cousin de Vercingétorix. 60 000 contre 2 légions incomplètes. Un rapport où les mathématiques de la guerre prédisent l'anéantissement inévitable des défenseurs. Cette immense troupe effectua discrètement, sous le couvert des collines, une marche nocturne et se tapit dans les forêts au nord du camp, attendant le milieu du jour. Le commandant de légion, doté de larges pouvoirs et constituant la main droite du général, s'appelait légat. Dans ce camp maudit commandaient les légats Antistius Reginus et Gai Caninius Rebilus, et ils ne savaient pas encore que sur eux allait s'abattre une avalanche capable de les réduire en poussière en quelques minutes. Lorsque le soleil atteignit le zénith, Vercassivelaunus donna l'ordre, et 60 000 gorges laissèrent simultanément échapper un cri de guerre. Ils déferlèrent du flanc de la montagne vers le camp romain, comme un torrent de boue balayant tout sur son passage. Simultanément, voyant le signal depuis la montagne, Vercingétorix fit à nouveau sortir ses troupes d'Alésia, frappant les fortifications intérieures. Les Romains se retrouvèrent dans la situation qu'ils redoutaient le plus. Leur ligne de défense étirée commença à craquer aux coutures immédiatement en 2 points, et le coup principal au nord menaçait un effondrement total de tout le système. César, observant la bataille depuis une position avantageuse, comprit que le moment de vérité était arrivé. L'ingénierie avait fait son œuvre. Les pièges avaient fonctionné. Les murailles avaient aidé. Mais désormais, le sort de toute la campagne, le sort de Rome et sa propre vie ne dépendaient que du courage d'une poignée d'hommes sur le flanc du mont Rhéa et de sa capacité à leur porter secours à temps. La situation sur le flanc du mont Rhéa dépassa les limites humaines de la résistance. Ce n'était plus une bataille, mais l'agonie de 2 légions qu'on enterrait vivantes sous une avalanche de 60 000 corps barbares. Les soldats romains, épuisés par un siège de plusieurs jours et un manque de sommeil constant, combattaient déjà non plus sur des réflexes, mais sur une pure obstination. Mais la physique est impitoyable. Quand 5 hommes s'abattent sur un légionnaire, la formation se brise. Les Gaulois, sous le commandement de Vercassivelaunus, sentant la victoire proche, déchiraient le palissade romain à main nue et avec des crochets, comblant les fossés de terre et des cadavres de leurs propres camarades pour créer un pont de rupture.
Dans ce chaos sanglant, le seul repère pour les soldats restaient les emblèmes de combat des unités, derrière lesquels ils suivaient comme des marins derrière un phare en tempête. Le guerrier portant l'étendard de l'unité et constituant le symbole vivant de l'honneur et le point de ralliement pour les soldats s'appelait Signifé. Dans la poussière et le fracas de la bataille sur le mont Réa, ce furent précisément les signiféries qui devinrent les cibles prioritaires des Gaulois. Si l'emblème tombait, l'unité perdait le contrôle et se disloquait, se transformant en une foule d'individus isolés. Les légats Régin et Rebille envoyaient des messagers à César avec le même message. « Nous ne tiendrons pas la position, on nous balayera simplement. » Une rupture de la ligne au nord signifierait la mort instantanée pour toute l'armée romaine. L'avalanche gauloise déferlerait dans le dos des forces principales. Et alors, le siège se transformerait en massacre. Caius Julius César, se trouvant sur une hauteur et voyant son flanc gauche plié sous une pression monstrueuse, comprit que la conduite du combat à distance était terminée. Il accomplit un acte qui devint l'image iconique de l'histoire antique. Le moment où le général met tout en jeu, y compris sa propre vie. Il enfile par-dessus son armure son célèbre manteau écarlate vif, visible de loin. Cet élément distinctif de la tenue du commandant en chef, servant de signal visuel pour le rassemblement des troupes et le soulèvement du moral au combat, s'appelait paludamentum. Comme une tache de sang se déplaçant à travers le voile gris de poussière, César descend personnellement au cœur même de la bataille, emmenant derrière lui les 4 dernières cohortes de réserve. L'effet de son apparition fut comme un coup de foudre. Les légionnaires romains, déjà prêts à accepter la mort, virent leur impérator se lancer dans le corps à corps. Et cela leur ouvrit un second souffle, qui frôlait la psychose collective. Les commentaires sur la guerre des Gaules décrivent ce moment de manière sèche mais puissante. Ayant reconnu l'arrivée de César à la couleur de son vêtement, les ennemis rompent le combat. Les Romains cessèrent de lancer les pilumes, car la distance était réduite au choc bouclier contre bouclier, et tirèrent leurs courtes épées. L'arme principale de l'infanterie romaine, destinée au coup de pointe dans la mêlée serrée, s'appelait gladius. Avec cette courte lame, les légionnaires se mirent à ouvrir méthodiquement leur chemin, comme des bouchers à l'abattoir, opérant en contact étroit avec l'adversaire, où les longues épées gauloises étaient inutiles. Mais l'héroïsme seul ne suffisait pas à arrêter 60 000 hommes. L'issue de la bataille, et avec elle le sort de toute la guerre des Gaules, fut décidée par une manœuvre tactique géniale, préparée à l'avance par César comme dernier atout dans sa manche. Tandis qu'il détournait lui-même l'attention des Gaulois par une attaque frontale, la cavalerie germanique contourna par l'arrière les troupes de Vercassivellonus, que César avait discrètement envoyées en contournement des collines. Les Gaulois, absorbés par l'assaut et convaincus que les Romains étaient acculés, entendirent soudain le martèlement des sabots derrière leur dos. L'impact de la cavalerie dans le flanc arrière non protégé de l'infanterie produit toujours l'effet d'une bombe qui explose. Mais ici, ce fut moins le dommage physique que la rupture psychologique qui joua. Les barbares, qui une seconde plus tôt voyaient la victoire devant eux, se retrouvèrent dans le même piège qu'ils préparaient pour les Romains. Devant eux, un mur de boucliers mené par un César enragé. Derrière, des cavaliers germains tranchant les têtes depuis leur selle. La panique se propage plus vite que la peste. La formation gauloise, qui semblait un monolithe, se désintégra en quelques instants. Ce qui suivit, les historiens antiques le décrivent non comme une bataille, mais comme une grande boucherie. Les Gaulois jetaient leurs armes et tentaient de fuir, mais il n'y avait nulle part où fuir. Les cavaliers germains poursuivaient les fuyards, transformant le champ de bataille en un tapis de corps. Vercassivellonus, cousin de Vercingétorix,
fut capturé vivant dans cette cohue, ce qui décapita définitivement l'armée du Nord. Pendant ce temps, Vercingétorix, observant depuis les murailles d'Alésia la catastrophe de ses sauveurs, comprit que tout était fini. L'immense armée de libération, 250 000 hommes sur qui reposaient tous les espoirs du monde celte, fondait sous ses yeux, se dispersant dans les forêts ou périssant sous les épées romaines. Au coucher du soleil, le bruit de la bataille céda la place à une lourde odeur poisseuse de sang qui imprégna le sol de Bourgogne sur des mètres de profondeur. Les Romains, titubants d'épuisement, erraient parmi les monceaux de cadavres, ramassant les trophées, colliers, boucliers et 74 emblèmes militaires gaulois qui seraient jetés aux pieds de César. Le cercle extérieur de Blocus avait tenu. L'armée d'invasion avait été anéantie et dispersée. Désormais, la poussière retombée, sur le mont Auxois ne restait qu'un seul foyer de résistance, la forteresse d'Alésia elle-même. Mais à l'intérieur, il n'y avait plus ni espoir, ni nourriture, ni esprit combatif. Le silence qui s'abattit sur la vallée cette nuit-là fut plus terrible que n'importe quel cri de guerre. C'était le silence d'une sentence. Vercingétorix, grand chef qui avait unifié une nation, était assis dans sa forteresse et écoutait les pleurs de ses guerriers. Il comprenait que le matin suivant n'apporterait pas une nouvelle attaque. Le matin suivant exigerait de lui le dernier sacrifice, bien plus terrible que la mort au combat. Il devait sortir face à l'homme qui avait anéanti son peuple et le regarder dans les yeux, sachant qu'il n'y aurait pas de clémence. Le lendemain matin, les lourdes portes de chêne d'Alésia s'ouvrirent en grinçant, laissant sortir non une armée, mais une solitaire silhouette de cavalier. Vercingétorix, revêtu de ses plus belles armures d'argent, descendit dans le camp romain dans un silence qui pesait sur les oreilles plus lourdement que le fracas de la bataille de la veille. Plutarque décrit cette scène avec une précision cinématographique. Le chef fit le tour de César assis sur son tertre, arracha ses armes de lui-même et s'assit en silence aux pieds du vainqueur. Ce geste n'était pas simplement une reddition en captivité, c'était la fin d'une civilisation entière. Le moment où la fière Gaule se coucha sous la botte de Rome pour devenir sa province pendant les 500 années suivantes. Le sort du leader de la révolte fut scellé à cet instant même. Mais la mort ne fut pas rapide. La plus haute et convoitée récompense pour un général romain, consistant en une entrée solennelle dans la capitale avec l'exposition du butin et des prisonniers illustres, s'appelait triomphe. C'est précisément pour ce moment qu'on garda Vercingétorix 6 longues années dans l'humide prison du Tullianum. Il n'existait que pour défiler un jour en chaîne dans les rues de Rome, sous les hurlements de la foule, lors du grandiose défilé de César, puis être rituellement étranglé lorsque le vainqueur monterait au Capitole. Le prix de cette victoire pour le monde celte fut apocalyptique. Les sources antiques affirment qu'au cours de la guerre des Gaules, 1 million d'hommes périrent, et un autre million fut vendu en esclavage, changeant à jamais le code démographique de l'Europe. La machine de guerre romaine ne se contenta pas de vaincre. Elle broya l'ennemi, utilisant la pelle aussi efficacement que l'épée. Alésia devint le monument prouvant que la discipline et le génie ingénieur peuvent briser n'importe quelle fureur et supériorité numérique. Et maintenant, connaissant cette histoire, nous revenons à la question posée au tout début. Jusqu'où un homme est-il capable d'aller quand il n'y a nulle part où reculer? Les légionnaires sous Alésia prouvèrent que l'impossible n'est qu'une tâche d'ingénierie complexe lorsque l'alternative est la mort.
Regardant les contours de ces anciennes murailles qui affleurent aujourd'hui sur les champs de France, chacun de nous peut se poser une question personnelle. Ai-je en moi cette volonté de faire qui permet non pas de baisser les bras dans une situation sans issue, mais de construire un mur autour d'un mur et de vaincre sa propre peur?